c'est la tradition depuis plusieurs siècles à ces grands criminels impérialistes occidentaux et moyen-orientaux. Voilà les deux forces en présence lors de cette bataille. Maintenant, comment les forces en présence lors de cette bataille se sont comportées? C'est une véritable armée étrangère, une horde surarmée qui a foncé sur la ville d'Anéfis. À partir de ses bases arrières algériennes mauritaniennes, à partir de ses positions dans la ville de Kidal, c'est une véritable armée qui a foncé sur les positions de l'armée malienne à Anéfis. Cette armée était composée de plus de 5000 hommes. Plus de 5000 hommes pour prendre la localité d'Anéfis, qui est, comme vous le savez, pour ceux qui peuvent regarder une carte, un verrou stratégique extrêmement important vers la ville de Gao, qui est la plateforme de réorganisation des forces de reconquête du nord du Mali, du côté des forces armées maliennes. Ils étaient armés de véhicules blindés, c'est-à-dire ils avaient des chars. Ils étaient armés de véhicules surmontés de mitraillettes, ce qu'on appelle les automitraillettes. Ils étaient armés de drones de guerre, ceux qui ont attaqué Anéfis. Ils étaient armés de centaines et même de milliers de motos. Des milliers de motos leur ont servi de moyen de transport. Sans oublier de nombreux véhicules de transport de troupes dont ils étaient armés. C'est une coalition qui avançait sous la forme d'une véritable armée d'invasion étrangère sur les positions maliennes. Rien que cette description élémentaire du matériel militaire mobilisé par la coalition terroriste otanienne, européenne, moyenne-orientale, représentée par les groupes armés terroristes d'affiches qui leur servent de voile, Al-Qaïda et l'État islamique, tout le monde sait très bien qu'il s'agit d'une attaque de forme étatique. Il ne s'agit pas du terrorisme à la petite semaine qu'on a connu depuis plusieurs années, ce qu'on peut appeler le micro-terrorisme résiduel ordinaire. Il ne s'agit pas de ce qu'on a appelé le djihadisme, la soi-disant guerre pour la foi, pour la volonté de Dieu, non. Il s'agit d'une armée ayant pour but la reconquête militaire du territoire de l'Afrique subsaharienne afin d'en piller ad vitam aeternam l'uranium, l'or, le manganèse, et bien le coltan, le lithium, le diamant, le pétrole, le gaz, l'eau potable, et j'en passe. Il s'agit de la formation armée terroriste de l'hiver noir, dont nous a parlé depuis plusieurs mois maintenant le président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le camarade président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré. Ce sont eux qui sont venus attaquer Anéfis. Ce sont eux qui sont venus attaquer le Mali. Les moyens qu'ils ont ne peuvent pas être possédés par des individus isolés. Ils ne peuvent pas être possédés par le menu lumpen prolétariat terroriste. Non, ce sont des moyens étatiques. Ce sont des États qui leur ont donné ces moyens. Aucun groupe terroriste ne peut avoir les moyens avec lesquels Anéfis a été attaqué par des voies personnelles et individuelles, par des voies privées. Ces moyens, ce sont des armes, eh bien, offertes par des États, données par des États. Et les États, je vous ai parlé, le grand cercle d'abord de la coalition de l'OTAN, deuxième cercle l'Union européenne, troisième cercle la France, quatrième cercle les pays africains qui servent de base arrière aux groupes terroristes. Et puis le dernier cercle, celui qu'on voit, c'est la bande à Iyad Agali, à Ag Intala, à Ramadan, à Oumar Mariko, à Étienne Fakaba Sissoko. Bref, en réalité, la piétaille, la chair à canon utilisée par les grands criminels otaniens, les grands criminels européens, les grands criminels néocolonialistes français, les grands criminels États valets de l'impérialisme occidental qui, aujourd'hui, continuent de retarder
eh bien, l'émergence véritable de l'Afrique, avec son potentiel considérable de richesse naturelle faramineuse. Ils ont donc avancé avec une certitude extraordinaire. Ils étaient certains d'écraser l'armée malienne à Anéfis. Ils étaient certains de lui faire la peau. Car jamais, sur le territoire africain, groupe terroriste n'a possédé autant de moyens militaires pour prendre d'assaut un pays. Le 25 avril, ils étaient venus à 12 000. Mais là, le 4 juillet, pour attaquer, eh bien, les positions maliennes dans le nord de ce grand et beau pays, ils étaient plus de 5 milliers. Une véritable armée. Bon, alors, j'ai dit que cette bataille d'Anéfis ressemble comme de juste à une autre bataille que les Africains qui ont une culture géopolitique, géostratégique et géotactique doivent connaître. Avant de procéder à l'analyse tactique, géostratégique et géopolitique de la défaite que l'armée malienne vient de leur infliger, je voudrais insister sur le parallèle que je propose entre la bataille d'Anéfis et la bataille de Cuito-Cuanavale. La bataille de Cuito-Cuanavale a eu lieu en Angola en 1988. Et je voudrais vous en donner un peu un récit résumé en me basant ici sur, très rapidement, les fiches qui nous sont offertes de cette bataille sur le moteur de recherche Google. La bataille de Cuito-Cuanavale en Angola. La bataille de Cuito-Cuanavale est une bataille de la guerre civile angolaise qui connaît son point d'orgue du 12 au 20 janvier 1988. Elle oppose les soldats des forces armées angolaises et cubaines aux combattants de l'UNITA soutenus par l'armée sud-africaine, intervenant pour sa part dans le cadre de la guerre sud-africaine de la frontière. Elle constitue la plus grande, la plus importante bataille engagée sur le continent africain depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle est un élément déclencheur du règlement de la situation politique en Angola et en Namibie. Donc voilà, la bataille de Cuito-Cuanavale, elle va être remportée par l'armée angolaise et ses alliés cubains. Et grâce à cette victoire de l'armée angolaise et ses alliés cubains, l'UNITA, qui est un groupe terroriste au service des intérêts américains et sud-africains, ne pourra jamais prendre le pouvoir. Grâce à cette défaite, puisque l'Afrique du Sud était derrière, en réalité, la rébellion terroriste de l'UNITA, eh bien, l'Afrique du Sud va être obligée d'entrer en négociation avec Nelson Rolihlahla Mandela, le leader de l'ANC, qui est alors en prison, et va accepter finalement d'organiser des élections générales, présidentielles et législatives selon le principe du one man, one vote, ce qui permettra dès 1992 et jusqu'à 1994 l'arrivée triomphale de l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud. Si l'UNITA, soutenue par la République sud-africaine de l'apartheid, la République sud-africaine de l'apartheid soutenue par l'OTAN, soutenue par l'Union européenne, soutenue par la France, soutenue par Israël, s'ils n'avaient pas perdu, si tous ces gens-là n'avaient pas perdu la bataille de Cuito-Cuanavale en 1988 en Angola, d'abord l'Angola n'aurait pas été libérée du colonialisme portugais et occidental, Nelson Mandela ne serait jamais sorti de prison, l'Afrique du Sud ne serait pas devenue une république démocratique, respectant le principe du one man, one vote. Bref, en réalité, la carte actuelle de l'Afrique australe n'existerait pas. Car en réalité, les Occidentaux auraient imposé une recolonisation de l'Afrique australe à travers leur espèce d'Israël pour l'Afrique australe qu'est la minorité blanche d'Afrique du Sud. De telle façon qu'on sait que la bataille de Cuito-Cuanavale a été le tournant tactique, géostratégique et géopolitique de la lutte de libération de l'Afrique australe. Voilà l'image. Avec la même structure, on a d'un côté les forces armées cubaines, soutenues par l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui soutiennent les FAPLA, les forces armées populaires pour la libération de l'Angola, dirigées par le MPLA.
Elles battent l'UNITA de Savimbi Jonas Malheiro. Elles battent ainsi l'armée sud-africaine de Peter Botha. Elles battent ainsi l'OTAN qui soutient, arme l'Afrique du Sud. Et c'est ainsi que sera desserré l'étau permettant en réalité la libération totale de l'Afrique australe, de l'étau de l'impérial terrorisme occidental. Pourquoi je vous raconte en ces rapides lignes saillantes la bataille de Cuito-Cuanavale? Parce que par sa structure, elle est en réalité l'image, grandeur nature, de la bataille que nous venons d'avoir ici au Mali, à Anéfis. C'est la même structure qui a affronté l'Afrique à Cuito-Cuanavale et en Angola en 1988. C'est cette structure-là qui affronte l'Afrique, ici au Sahel, et qui a affronté les forces armées maliennes et leurs alliés de la Fédération de Russie à Anéfis. Je rappelle la structure. En Afrique australe, en 1988, l'OTAN, grande structure. L'Union européenne, structure suivante. La République sud-africaine de l'apartheid, troisième niveau de la structure. Quatrième niveau de la structure, le groupe rebelle terroriste de l'UNITA, du docteur Jonas Malheiro Savimbi, qui opère ici exactement comme, regardons maintenant la structure au niveau de la bataille d'Anéfis, l'OTAN, grand chapeau de l'impérial terrorisme occidental, l'Union européenne, deuxième grand chapeau, deuxième cercle, troisième grand cercle, tout naturellement, le néocolonialisme français, ici dans la position de la République sud-africaine, tout comme d'ailleurs les pays vassaux de l'OTAN qui entourent l'Alliance des États du Sahel et qui offrent, telle l'Algérie, telle la Mauritanie, telle la Côte d'Ivoire, tel le Bénin, tel le Nigeria, tel le Ghana, base arrière aux forces impériales terroristes. Vous avez la même structure et finalement, jouant le rôle de Jonas Malheiro Savimbi, les petits criminels, Iyad Agali, Mahmoud Diko, Oumar Mariko, Etienne Fakaba Sissoko, Ramdan, Bilal Ag Sherif, et tous ceux-là qui ont décidé de prendre des jeunes Africains pour les offrir en sacrifice, pour les intérêts de la France, pour les intérêts de l'Union européenne, pour les intérêts de l'OTAN et pour les intérêts des États valets de l'OTAN qui entourent l'Alliance des États du Sahel. Voilà le parallèle. Voilà le parallèle que je voulais établir pour que vous compreniez l'importance continentale, l'importance historique de la bataille d'Anéfis. Alors, maintenant, retournons sur la bataille d'Anéfis et analysons-la elle-même en tant que telle. Comment les choses se sont-elles passées? J'avais déjà donné une conférence ici, dans laquelle j'expliquais comment l'armée malienne et ses alliés russes avaient réussi à triompher de la coalition impériale terroriste le 25 avril 2026. J'avais expliqué que la stratégie que le Mali et ses alliés semblent avoir adoptée, puisque le pays est immense, c'est de créer une situation qui permette d'attirer, d'aspirer et de provoquer une concentration des forces ennemies. Le Mali, c'est 1 241 238 km². C'est un pays immense. Quand l'armée malienne doit combattre un ennemi, elle fait tout pour amener cet ennemi à concentrer ses forces. Et pour cela, elle lui crée un couloir dans lequel cet ennemi se dit qu'il est facile de s'engouffrer. Elle lui laisse le temps de s'engouffrer dans ce couloir pour que cet ennemi étale clairement tout son matériel, montre clairement toutes ses forces. Une fois que l'ennemi est entré, l'armée malienne procède selon la stratégie du python à valeur, du boa. Elle procède littéralement vraiment comme un sa bélé-bélé, un gros serpent. Elle ouvre largement sa bouche comme ça. L'ennemi entre en croyant se promener alors qu'il est dans la gueule du serpent. Et quand l'ennemi est bien entré, alors la gueule du serpent se referme, l'armée malienne mord et avale l'ennemi. J'avais expliqué ça le 25 avril, à propos de la bataille du 25 avril, 25, 26, 27 avril. J'avais expliqué. Mais là, à Anéfis, l'armée malienne vient de donner la preuve
de sa maîtrise de la tactique. Alors, regardons bien la situation. Où sont les troupes terroristes? Elles sont réfugiées en territoire mauritanien et elles sont réfugiées en territoire algérien. Elles sont positionnées à Kidal depuis un moment. Lorsque l'armée malienne essaye d'attaquer les troupes terroristes à Kidal, qu'est-ce qu'elles font? Elles replient en Algérie, elles replient en Mauritanie. Par ce double repli, elles se protègent de l'armée malienne qui n'a pas décidé d'aller mener la bataille en territoire algérien ni en territoire mauritanien. Voilà le jeu du chat et de la souris auquel se livraient jusqu'ici les forces armées maliennes et les groupes terroristes chapeautés par l'OTAN, l'Union européenne, la France et les pays voisins. Écoutez-moi très bien. Dans cette situation tactique, l'armée malienne ne pouvait pas encore infliger une correction suffisante au groupe de la coalition terroriste. Pourquoi? Parce que, à la moindre escarmouche, comme l'a expliqué l'excellent chef d'état-major des forces armées maliennes, que je salue, le général de division Élisée Jean Dao, dont je salue la qualité de communication délivrée hier sur notre chaîne de télévision bien aimée, l'Office des radios-télévisions du Mali. Mon général, tous mes respects. Le général Élisée Jean Dao, chef d'état-major des forces armées maliennes, nous explique justement que le problème avec le JNIM, le problème avec le FLA, c'est que chaque fois qu'on veut les attaquer, ils fuient en Algérie, ils fuient en Mauritanie, ils fuient en Côte d'Ivoire, ils fuient au Bénin, ils fuient au Nigeria, ils fuient en Côte d'Ivoire, ils fuient au Ghana. Chaque fois qu'on veut les attaquer, ils fuient. Ils fuient dans un autre pays, mettant l'Alliance des États du Sahel face à un dilemme. Soit l'Alliance des États du Sahel décide de les poursuivre. Alors, les pays qui leur offrent refuge vont dire que l'AES leur a déclaré la guerre. Et ça, c'est le motif tout trouvé pour la coalition impériale terroriste occidentale pour attaquer l'Alliance des États du Sahel. Vous avez bien compris. Le piège tendu à l'Alliance des États du Sahel en cachant les troupes terroristes en Mauritanie, en Algérie, en Côte d'Ivoire, eh bien, au Bénin, au Ghana, en les cachant un peu partout comme ça, le but c'est de pousser l'Alliance des États du Sahel à une faute tactique, à une faute géostratégique et même géopolitique majeure, c'est-à-dire se retrouver dans la position de pays ou de puissances qui agressent les autres. Parce que l'Algérie pourra dire, voilà, les troupes maliennes, les troupes de l'AES ont franchi la frontière, sont entrées dans mon territoire, j'entre en guerre. La Mauritanie pourra dire, ah voilà, vous avez vu, les troupes maliennes sont entrées dans mon territoire, elles m'ont déclaré la guerre. Je réponds. La Côte d'Ivoire pourra aussi dire, ah vous voyez, les troupes maliennes sont entrées dans mon... Les troupes de l'AES sont entrées dans mon territoire, alors donc moi aussi je déclare la guerre, etc. etc. Ça c'est le schéma que recherchent les géostratèges et les géopoliticiens français. Ils veulent à tout prix créer une situation dans laquelle les pays qui entourent l'Alliance des États du Sahel vont déclarer la guerre ouvertement à l'Alliance des États du Sahel. De cette façon-là, les armées de l'OTAN, les armées de l'Union européenne, l'armée française pourront activement participer à la guerre, puisqu'elles ont des accords de défense avec certains de ces pays, comme la Mauritanie, comme l'Algérie, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, comme le Ghana. Alors, ce sera l'hiver noir que ces puissances veulent pour détruire la force qui empêche l'OTAN de recoloniser l'Afrique, l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que vous comprenez ce premier point? Alors, les géostratèges de l'école de guerre malienne ont réfléchi. Le chef d'état-major des forces armées maliennes nous a expliqué hier, en direct sur l'ORTM, que le choix tactique des forces armées maliennes et de leurs alliés russes a été de donner l'opportunité aux groupes armés terroristes et à leurs parrains de croire qu'ils peuvent entrer au Mali, qu'ils peuvent pénétrer en profondeur au Mali, qu'ils peuvent cueillir l'armée malienne à l'intérieur même de son territoire. En se repliant donc sur Anefis, Tessalit Aguelok, en se repliant et en laissant provisoirement Kidal, les forces armées maliennes ont donné de l'appétit à la bande d'Iyad Agali, à la bande de Aga, Ag Sherif. Ils leur ont donné envie d'y aller. Les forces armées maliennes leur ont fait croire
qu'il était possible d'essayer de les attaquer, qu'il était possible d'envahir le pays. Les forces armées maliennes leur ont donné l'illusion d'une faiblesse qui n'était en réalité qu'une ruse tactique. C'est venez d'abord. Ceci a permis donc de créer une zone tampon dans laquelle l'ennemi a déployé amplement son matériel. Ils ont amplement fait entrer leurs chars de guerre. Ils ont amplement fait entrer leurs véhicules blindés. Ils ont amplement fait entrer leurs pick-up surmontés de mitraillettes, leurs automitrailleuses. Ils ont fait amplement entrer leurs motos. Ils ont fait amplement entrer leurs soudards et leurs gugus. Quand le Mali et ses alliés ont estimé qu'ils étaient suffisamment entrés et qu'il était temps de les cueillir, la bataille a commencé. La correction fut monumentale. C'est plus de 1000, entre 1000 et 2000 terroristes qui ont été éliminés. Le matériel de guerre qui a été perdu cette fois-ci est monumental. L'impérial terrorisme a payé très cher le fait de s'être aventuré jusqu'à Anéfis. En s'aventurant jusqu'à Anéfis, le territoire malien s'est transformé en un piège pour lui. Car très rapidement, l'armée malienne et les forces alliées de la Fédération de Russie ont constitué une tenaille. C'est-à-dire les ont attaqués simultanément sur 3 fronts. Le front sud-nord, le front ouest-est et le front est-ouest. L'attaque des forces armées maliennes s'est transformée en une véritable prise en tenaille. Sans oublier le front aérien sur lequel les forces armées maliennes possèdent une domination incontestable. À travers non seulement les drones APV de combat, mais également l'aviation de guerre malienne. Mais mon cher pseudonyme Assimi Goïta, qui leur a donné les chars? Je viens de vous donner la liste des pays qui sont derrière l'agression. Vous posez encore la question, qui leur a donné les chars? Je viens de dire la liste des pays qui sont derrière l'agression. C'est pour que vous ne posiez plus ce genre de questions, mes chers camarades, mes chers amis. Vous voulez avoir la liste des pays qui leur donnent des armes? Les pays de l'OTAN, les pays de l'Union européenne, la France, les pays soumis à l'OTAN, autour, tout naturellement, de l'Alliance d'États du Sahel, à savoir la Mauritanie, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Nigeria. Voilà les pays qui leur donnent des armes.